J'étais au restaurant avec mon fils et ma belle-fille. Pendant qu'il allait payer l'addition, une femme a posé une boîte bleue sur ma table et a dit « Vous en aurez besoin ce soir ». Puis elle a disparu. J'ai caché la boîte dans mon sac et je suis rentré chez moi. Quand je l'ai enfin ouverte, j'étais au restaurant avec ma fille et mon gendre, alors qu'ils allaient payer l'addition. C'est à ce moment-là qu'une inconnue a glissé une boîte bleue sur ma table, puis a chuchoté « Vous en aurez besoin ce soir, monsieur Garrett ». Avant que je ne puisse lui demander qui elle était, elle s'est volatilisée sur le parking. J'ai caché la boîte dans mon camion, puis j'ai repris la route vers ma ferme isolée et déserte. Vide, depuis que ma femme s'est noyée, il y a de cela 10 mois. Quand j'ai enfin ouvert la boîte, j'ai hurlé d'horreur. Je suis reconnaissant que vous soyez là, avec moi. Avant que je ne vous raconte la suite des événements, dites-moi d'où vous me regardez, et quelle heure il est chez vous, en ce moment même. Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir qui écoute l'histoire de ce vieil homme. 10 mois après les funérailles de ma femme, j'étais assis chez Betty, le petit restaurant du coin, et je regardais ma fille me mentir droit dans les yeux. « Papa, tu as l'air fatigué », m'a dit Bridget, en tendant le bras au-dessus de la table. « Est-ce que tu dors bien, là-bas, tout seul ?» J'ai retiré ma main. « Je vais bien, Bridget. »« Vraiment ?» Preston, mon gendre, s'est adossé à sa chaise, arborant ce sourire forcé, très professionnel. « Nous sommes inquiets. Cette propriété fait plus de 180 hectares. L'hiver approche, et tu as 66 ans. J'ai 66 ans, et alors ? Je n'ai pas fini ma vie. Je ne suis pas mort. Bien sûr que non, a répondu Bridget rapidement. Mais sois réaliste. Tu ne peux pas entretenir tout ça tout seul. Pas sans maman. Voilà, c'était dit. Le couteau a tourné exactement là où ça faisait mal. Maureen avait été ma compagne pendant 43 ans. Puis, il y a 10 mois, sa voiture a plongé dans la New River. Ils ont repêché le véhicule 3 jours plus tard. La portière côté conducteur était ouverte. Personne. Le courant était fort. Ils ont dit que, parfois, les corps ne remontent jamais à la surface. Nous avons enterré un cercueil vide. Nous avons une offre, a dit Preston, en faisant glisser un dossier sur la table. Pinnacle Property, 2,9 millions de dollars. Tu pourrais emménager en ville, dans un endroit plus simple. C'est l'héritage de notre famille, ai-je répondu. 3 générations de Garrett ont travaillé cette terre. Papa, la voix de Bridget s'est brisée. Maman ne voudrait pas que tu te tues à la tâche. Elle voudrait que tu sois en sécurité. J'ai observé le visage de ma fille. Elle a 38 ans, mais je pouvais encore voir la petite fille qui m'aidait à nourrir les chevaux. Pourtant, quelque chose d'autre habitait son regard, désormais. Quelque chose d'inquiet, peut-être même de la peur. Je vais y réfléchir, ai-je menti. Bridget a souri, soulagée. C'est tout ce que nous demandons. Elle a jeté un coup d'œil à Preston. Nous devrions demander l'addition. Ils se sont dirigés vers le comptoir. Je les ai observés à travers la fenêtre, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, en train de chuchoter. C'est là qu'elle est apparue. La femme s'est matérialisée à côté de ma table, si soudainement que j'ai sursauté. La cinquantaine, les cheveux gris tirés en arrière, un manteau sombre. Elle portait une petite boîte bleue. « Monsieur Garrett », dit-elle, et ce n'était pas une question. « Oui. » Elle a posé la boîte sur la table. Ses mains étaient stables, mais ses yeux scrutaient nerveusement le comptoir, là où se trouvaient Bridget et Preston. « Vous en aurez besoin ce soir. » C'était à peine un murmure, mais c'était urgent. Je ne comprends pas, 23h15. Répondez quand ça sonnera. Elle a de nouveau jeté un coup d'œil vers le comptoir, puis a ajouté, « Monsieur Garrett, ne faites confiance à personne. » Avant que je ne puisse répondre, elle s'est détournée, a marché rapidement vers la sortie, et a disparu sur le parking. La boîte bleue est restée là, sur la table, à la fois ordinaire et menaçante. J'ai regardé vers le comptoir. Bridget et Preston étaient toujours là, aucun d'eux n'avait rien remarqué. J'ai saisi la boîte, et je l'ai glissée sous ma veste, juste au moment où ils se retournaient vers moi. « Prêt à partir, papa ?» a demandé Bridget. « Oui, j'arrive. » « Allons-y. » Ils m'ont raccompagné jusqu'à mon camion, ont discuté de choses et d'autres,
et m'ont arraché une nouvelle promesse, celle de réfléchir à leur offre. La BMW noire de Preston brillait sous le soleil de l'après-midi, chère, polie, parfaite en surface. J'ai attendu qu'il s'éloigne avant de cacher la boîte bleue derrière mon siège. Les 30 minutes de route pour rentrer chez moi se sont passées dans un flou total. Les mots de la femme tournaient en boucle dans ma tête, vous en aurez besoin ce soir. Ne faites confiance à personne. Et surtout, il y avait cette façon dont elle avait regardé Bridget et Preston. La ferme m'attendait. 2 étages de clin blanc, que Maureen et moi avions peints il y a 5 étés. La grange sur la gauche, les champs s'étendant vers les contreforts des Appalaches. 180 hectares de souvenirs. J'ai apporté la boîte bleue à l'intérieur, et je l'ai posée sur la table de la cuisine. Pendant un long moment, je l'ai simplement fixée. Ensuite, j'ai fait du café, n'importe quoi pour éviter de l'ouvrir. Mais, alors que l'obscurité s'insinuait sur la ferme, je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai attendu minuit pour l'ouvrir. Quand je l'ai fait, mes mains ne s'arrêtaient plus de trembler. À l'intérieur, se trouvait le téléphone de Maureen, celui-là même qui avait plongé dans la New River avec elle, il y a 10 mois. Pendant 2 heures, je suis resté assis à cette table de cuisine, incapable de bouger. Le téléphone de Maureen gisait devant moi, comme une preuve sur une scène de crime. Le rapport officiel parlait d'une noyade accidentelle. Sa voiture était sortie de la route pendant une tempête. Accident impliquant un seul véhicule. Affaire classée. Mais ce téléphone racontait une toute autre histoire. Je l'ai pris avec précaution. L'écran s'est allumé. Batterie pleine, 100%. Après 10 mois, le fond d'écran m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Notre fête pour nos 40 ans de mariage. Maureen, dans cette robe bleue. Mon bras autour d'elle. Nous rions tous les deux. Ses yeux étaient brillants, vivants. C'était il y a 3 ans. J'ai appuyé sur l'icône du téléphone. Journal d'appel vide. Message vide. Tout avait été effacé, sauf cette unique photo. Ma gorge s'est serrée. Je me suis levé, et j'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, l'obscurité avait avalé la ferme. Pas une lumière à des kilomètres à la ronde. Cet isolement, soudain, me paraissait menaçant. Je me suis forcé à revenir à la table. C'est alors que j'ai remarqué un morceau de papier, coincé entre le téléphone et sa coque. Je l'ai dégagé, il était petit, plié serré. 23h15 répondait. L'horloge de la cuisine marquait 22h47. Je devrais appeler quelqu'un. Norman. La police. Mais les paroles de la femme résonnaient, ne faites confiance à personne. Elle avait regardé Bridget et Preston comme s'ils étaient dangereux. Ma propre fille. L'idée était absurde. Pourtant, le téléphone de Maureen était là, devant moi. Impossible, et pourtant bien réel. J'ai préparé du café frais, j'ai vérifié les verrous des portes, une habitude que j'avais prise après la mort de Maureen. L'horloge tournait. 23h02, 23h09, 23h14. Ma discipline militaire a repris le dessus. Quoi que ce soit, j'allais y faire face. Récolter des informations d'abord. Rester calme. À 23h15 précise, le téléphone a sonné. Born to Run, de Springsteen. La chanson préférée de Maureen, notre chanson de mariage. Le son a brisé le silence. Ma main tremblait alors que je m'en saisissais. Appel inconnu, s'affichait en lettres blanches. J'ai appuyé sur le bouton vert, et j'ai porté l'appareil à mon oreille. Allô ? Silence. Ce n'était pas un silence de ligne morte, je pouvais entendre une respiration, ou un bourdonnement électronique. Allô, ai-je répété, plus fort. Qui est à l'appareil ? Encore le silence. Puis, enfin, une voix. Elle semblait déformée, mécanique, altérée comme par un synthétiseur. Mais, malgré cela, j'aurais juré avoir entendu quelque chose de familier. Une cadence que je connaissais. La voix n'a prononcé qu'un seul mot, mon nom. Et malgré tout, pendant une fraction de seconde, j'ai pensé, Maureen ? Justine, ne fais pas confiance à Bridget. Ne fais pas confiance à Preston. Ne fais pas confiance au shérif Tucker. Une pause. J'ai serré le téléphone plus fort. Ta vie est en danger. La ligne a coupé.
Je suis resté pétrifié, le téléphone toujours collé à l'oreille, écoutant le vide. L'horloge est passée à 23h16. La maison a craqué. Dehors, quelque chose a bougé dans l'obscurité. J'ai posé le téléphone avec précaution, et je l'ai fixé. L'écran s'est tamisé, puis est devenu noir. Un vieil homme, seul dans une maison vide, tenant le téléphone de sa femme décédée, et recevant l'ordre de se méfier de sa propre famille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment l'aurais-je pu? Chaque bruit me tendait. Chaque ombre semblait suspecte. Je ne cessais de me repasser cette voix. La distorsion ne pouvait pas tout cacher. Il y avait quelque chose derrière, quelque chose qui me donnait la chair de poule, entre reconnaissance et impossibilité. Maureen était morte. J'avais assisté à la cérémonie commémorative, je les avais regardés descendre un cercueil vide dans la terre de Virginie occidentale, j'avais accepté les condoléances, les plats préparés, les silences gênés. Mais quelqu'un avait son téléphone. Quelqu'un savait des choses. Quelqu'un me mettait en garde. À l'aube, j'étais toujours assis à cette table, le téléphone devant moi, et les questions se multipliaient dans ma tête. Qui était cette femme au restaurant? Qui avait passé cet appel? Quel rapport Bridget et Preston avaient-ils avec tout cela? Et le shérif Tucker, pourquoi me méfier de lui? J'avais besoin de réponses, et je savais exactement par où commencer mes recherches. À 7 heures du matin, j'étais installé au vieux bureau de Maureen, l'appel tournant en boucle dans mon esprit. Cette voix déformait. Ces noms. Bridget, Preston, le shérif Tucker. J'ai consulté les registres de propriété en ligne. La ferme était toujours à mon nom. Aucune hypothèque, aucune alerte. J'ai fouillé les archives de presse concernant l'accident de Maureen. La même histoire partout, un tragique accident, des conditions orageuses, véhicule récupéré, mais aucun corps retrouvé. Dossier classé. Rien qui n'explique le téléphone d'une femme morte, ou un avertissement de minuit. À 9 heures, le gravier a crissé dans l'allée. La berline argentée de Bridget. Ma mâchoire s'est crispée. Ils sont sortis de la voiture, portant des gobelets de café coûteux, de ceux qu'on trouve à Charleston, à 60 km de là. Un voyage spécial, pas une simple visite de courtoisie. Je les ai accueillis à la porte. Papa, le sourire de Bridget était éclatant, mais forcé. On t'a apporté du café. Ce mélange corsé que tu aimes tant. J'ai pris le gobelet, mais je n'ai pas bu. Une vieille habitude militaire, ne jamais consommer ce que vous n'avez pas vu préparer. C'est un peu tôt pour une visite. Nous étions inquiets après hier, a dit Preston, en entrant comme s'il était chez lui. Tu avais l'air stressé. Je vais bien. Ah bon, Bridget l'a suivi dans la cuisine. Parce que papa, il faut qu'on parle sérieusement. L'hiver approche. Tu es ici tout seul. Et si la chaudière tombait en panne? Si tu tombais? S'il se passait quelque chose, et que personne ne te trouvait pendant des jours? La tactique de la peur. Faire peur au vieil homme. J'ai survécu à 66 hivers, ai-je dit calmement. Je survivrai à celui-là. Preston s'est appuyé contre le comptoir, les bras croisés. L'offre de Pinacle est incroyablement généreuse. 2,9 millions. Tu n'aurais plus jamais à te soucier de l'argent. Tu pourrais emménager en ville, dans une de ces jolies résidences pour seniors. Je ne vais pas emménager dans une résidence pour seniors. Alors, plus près de chez nous, a suggéré Bridget. Il y a un super complexe de condos près de chez nous. Moderne, sécurisé, tout est sur un seul étage. Je ne veux pas d'un condo. Le sourire de Preston s'est aminci. Il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce qui est réaliste. Cette propriété est trop vaste pour une seule personne. C'est mon problème, pas le vôtre. Nous sommes une famille, a dit Bridget, la voix tremblante. Maman voudrait que tu sois en sécurité. Elle ne voudrait pas que tu galères ici, tout seul. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Ses vêtements de marque, ses bijoux coûteux, son maquillage soigné qui ne parvenait pas à cacher les cernes sombres sous ses yeux. Elle avait l'air épuisée, inquiète, peut-être même effrayée. Je vais y réfléchir, ai-je menti une nouvelle fois. Preston s'est redressé. C'est tout ce que nous demandons. Mais Justine, nous ne pouvons pas rester là, à te regarder lutter.
Nous ferons le nécessaire pour t'aider, d'une manière ou d'une autre. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Une promesse, ou une menace. Nous devrions y aller, a dit rapidement Bridget. Laissons papa réfléchir. Elle m'a serré le bras. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît. Je les ai raccompagnés, et j'ai regardé la BMW de Preston soulever la poussière. À travers la lunette arrière, je voyais leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Ils parlaient de moi, de la ferme, de tout ce qu'ils me cachaient. Ne fais pas confiance à Bridget. Ne fais pas confiance à Preston. Le gobelet de café était posé sur le comptoir. Je l'ai vidé dans l'évier. Après leur départ, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai ouvert le compte email de Maureen, celui que nous partagions pour les affaires de la maison. Le message le plus récent avait été envoyé 2 jours avant sa mort, à un avocat pénaliste de New York nommé Bernard Klein. Objet, enquête confidentielle. Mes mains tremblaient alors que je cliquais sur l'email. Le message était bref, critique, Monsieur Klein, j'ai rassemblé les preuves dont nous avons discuté. Nous apporterons la documentation lors de notre réunion la semaine prochaine. Merci pour vos conseils sur la marche à suivre. MG. J'ai cherché le nom. Bernard Klein, avocat pénaliste, Manhattan. Ses spécialités, crime organisé, dossier RICO, défense contre les poursuites fédérales. Pourquoi Maureen aurait-elle besoin d'un avocat pénaliste? J'ai fouillé nos relevés bancaires communs. Des retraits d'argent liquide, des sommes importantes, $8 000 en mars, $12 000 en mai, $20 000 en juillet. Tous marqués comme « dépenses professionnelles », mais aucun reçu. $40 000 envolés en 6 mois, juste avant sa mort. J'ai ouvert le tiroir de son bureau, en cherchant bien. Derrière de vieilles factures, j'ai trouvé un petit journal en cuir, écrit à la main. Les entrées étaient éparses, vagues, mais les dernières pages m'ont glacé le sang, je les ai revues hier soir. Propriété Nord. 2 heures du matin. 3 véhicules. Ils déchargent quelque chose dans les grottes. PC que je surveille. Je dois être plus prudente. Preuve presque complète. SC dit, attendez le bon moment. L'entrée s'arrêtait brusquement, 2 semaines avant sa mort. P pour Preston. À midi, on a frappé à la porte. J'ai rangé précipitamment le journal avant d'aller ouvrir. Le shérif Wayne Tucker se tenait sur mon porche, son chapeau de cow-boy à la main, un sourire amical plaqué sur le visage. Il avait assisté aux obsèques de Maureen, et avait personnellement supervisé l'enquête sur l'accident. Justine, tu as 1 minute? Un nouvel élément est apparu concernant l'accident de Maureen. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Quel genre d'élément? Un nouveau témoin s'est manifesté. Il dit avoir vu un autre véhicule, ce soir-là, suivre sa voiture avant qu'elle ne quitte la route. Mon rythme cardiaque s'est emballé. La suivre? C'est ce qu'ils affirment. Je voulais te demander, Maureen a-t-elle mentionné que quelqu'un l'ennuyait? Des problèmes? J'ai gardé un visage neutre. Non, rien. Tucker a hoché la tête lentement, ses yeux scannant la cuisine. Ils se sont attardés sur le bureau de Maureen. Tu explores encore les grottes, sur la partie nord de ta propriété? La question est restée suspendue. Trop spécifique, trop étrange. Pas depuis que nous sommes jeunes, ai-je menti. Pourquoi? Juste par curiosité. Sur une propriété de cette taille, avec des formations naturelles. Il a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Bon, je te tiendrai au courant si autre chose apparaît. Après son départ, j'ai regardé sa voiture de patrouille disparaître au bout de l'allée. Quelque chose dans cette visite clochait. Le timing, les questions, la façon dont il avait regardé le bureau. Je suis retourné au tiroir et j'ai tout sorti. C'est alors que j'ai trouvé une note pliée, cachée derrière le journal. L'écriture de Maureen, tremblante, urgente, la vérité est enterrée là où nous avons planté le chêne commémoratif. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Les preuves sont avec moi. SC a un plan de secours. Fais confiance à l'agent Sandra Cooper. Ne fais confiance à personne d'autre. Surtout pas aux forces de l'ordre local. En dessous, un numéro de téléphone. Et encore en dessous, je t'aime, Justine. Je suis désolé. Ma poitrine s'est serrée.
J'ai relu le message. Le chêne commémoratif, l'arbre que nous avions planté pour sa mère, il y a 30 ans. Jardin Nord. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Message texte, Marie de Morène. Retrouvez-moi à votre grange ce soir. 23 heures. Venez seul. SC, j'ai glissé mon vieux pistolet de service dans ma ceinture. Les habitudes de l'armée ont la vie dure et je me suis dirigé vers l'obscurité. La nuit de novembre était froide, la lune cachée derrière les nuages. La grange se trouvait à une centaine de mètres de la maison, une silhouette sombre se découpant sur un ciel plus sombre encore. Je me suis déplacé avec précaution, surveillant le périmètre, comme on me l'avait appris des décennies plus tôt. Vérifier les issues. Connaître le terrain. À 23 heures pile, la porte de la grange a grincé. Monsieur Garrett. Une voix sortant de l'ombre. N'ayez pas peur. Une silhouette est entrée dans le halo de la lanterne à batterie que j'avais laissée sur l'établi. Une femme, fin de la quarantaine, tenue professionnelle, brandissant des insignes du FBI pour que je puisse les voir clairement. Je suis l'agent Sandra Cooper, du Federal Bureau of Investigation. Elle a abaissé son badge. Votre femme travaillait avec moi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Morène, travaillant avec le FBI depuis 18 mois. Elle est venue nous voir après avoir découvert des activités illégales sur votre propriété. Je me suis appuyé contre l'établi, essayant de digérer l'information. Quel genre d'activité ? Votre propriété possède un système de grottes naturelles, au nord. Quelqu'un s'en sert pour stocker de la contrebande. Des cargaisons de drogue qui remontent de la frontière sud. Qui ? L'expression de Cooper s'est durcie. Votre fille, Bridget, est impliquée, mais je ne pense pas qu'elle comprenne pleinement dans quoi elle a mis les pieds. Mon estomac s'est noué. Votre gendre, Preston Thornton, est le joueur clé. Des dettes de jeu, 180 000 $ de dettes auprès de gens dangereux. Il a été approché par une organisation, qui lui a offert une issue. Utilisez votre propriété comme point de transit. Stockez les cargaisons temporairement dans les grottes, puis les déplacer vers le nord. Et Morène l'a découvert ? Elle l'a découvert par accident. Elle a remarqué des activités inhabituelles, des véhicules tard le soir, des gens qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a enquêté de son côté, c'était dangereux, mais elle a été courageuse. Cooper s'est rapproché. Quand elle est venue nous voir, nous lui avons demandé de nous aider à monter le dossier, de rassembler des preuves, de tout documenter. Ce qu'elle a fait. Pendant plus d'1 an, elle a collecté des preuves, photographies, enregistrements, relevés financiers. Et puis, quelqu'un l'a découvert, ai-je conclu. Cooper a hoché la tête, une pointe d'émotion perçant sa façade professionnelle. Nous pensons que sa voiture a été sabotée, pour faire croire qu'elle avait perdu le contrôle. Elle a plongé dans la rivière, mais ce n'était pas un accident. Sa voix a baissé d'un ton. J'étais son agent de liaison. J'aurais dû mieux la protéger. La grange a soudain semblé plus petite, plus froide. Les preuves qu'elle a rassemblées. Elle les a enterrées quelque part sur cette propriété avant de mourir. Nous cherchons depuis des mois, sans succès. La note que j'ai trouvée aujourd'hui, ai-je dit, parle du chêne commémoratif. L'arbre que nous avons planté pour sa mère dans le jardin nord. Les yeux de Cooper se sont illuminés. Nous devons trouver ces preuves. Demain, je vous enverrai mon partenaire, l'agent Stevenet. Il pourra vous donner plus de détails. Mais ce soir. Elle s'est interrompue en pleine phrase. Un bruit. Des véhicules approchaient. Des phares ont balayé l'allée, visible à travers la fenêtre de la grange. La main de Cooper est allée vers son arme. Comment ont-ils su ? Par la fenêtre, je les ai vus clairement, la BMW noire de Preston, la voiture du shérif Tucker, et derrière eux, un troisième véhicule que je ne connaissais pas. Ils sont là, a chuchoté Cooper. Elle a fourré un morceau de papier dans ma main. 4 mots griffonnés au stylo, chêne commémoratif Jardin Nord. Attendez, ai-je voulu dire, mais elle était déjà partie, s'évanouissant par la porte arrière dans l'obscurité. La porte de la grange s'est ouverte en grand. Je n'avais nulle part où me cacher. J'ai retenu mon souffle tandis que des bruits de pas entraient dans la grange. Pressé contre le mur, derrière le vieux tracteur, je pouvais les voir à travers les interstices des machines. Preston, le shérif Tucker, et 2 hommes que je ne connaissais pas, grands, au visage dur, armés.
Il a posé des questions, la voix de Preston était tendue, agitée. Il fouille dans les affaires de Moren, il regarde les relevés bancaires. Détends-toi, le ton de Tucker était dédaigneux. C'est un vieil homme, il ne sait rien. Cet agent du FBI a encore rôdé dans le coin, la Cooper. Et si Moren lui avait dit quelque chose avant? Elle n'a eu le temps de rien dire à personne, la voix de Tucker est devenue glaciale. Nous nous en sommes assurés. Ces mots m'ont frappé comme une balle. Tucker. Le shérif qui avait enquêté sur la mort de Moren, qui s'était tenu à sa cérémonie commémorative, son chapeau sur le cœur. Il avait participé à son meurtre. Une troisième voix a parlé, avec un accent prononcé, on a un problème. Un homme au restaurant a vu la femme donner une boîte. Une boîte bleue. Un des hommes de Navarro l'a vue. Quelle boîte, a exigé Tucker. Preston a juré violemment. C'est comme ça que Cooper l'a contacté. Le téléphone. Merde. Ils ont déjà un coup d'avance sur nous. Ils se sont enfoncés plus profondément dans la grange. Je me suis plaqué encore plus contre le métal, sans respirer. Nous devons déplacer la dernière cargaison ce week-end, a dit Preston. Vider les grottes avant que les fédéraux n'obtiennent un mandat. Les gens de Navarro commencent à s'énerver. Et le vieux, a demandé l'un des inconnus. La réponse de Tucker a été désinvolte, terrifiante, les accidents arrivent tout le temps dans les ranchs. Le matériel agricole est dangereux. Les tracteurs se renversent. Les gens tombent dans les puits. Ils prévoyaient de me tuer de la même manière qu'ils avaient tué Moren. Ils ont fouillé la grange, vérifiant le grenier à foin, regardant derrière les balles de paille, mais l'endroit était vaste, sombre, encombré de 40 ans de matériel accumulé. Après 5 minutes, Preston a perdu patience. Il est probablement dans la maison. On s'occupera de lui demain. Ce soir, on sécurise la cargaison. Les moteurs ont démarré, et ils sont partis, les feux arrière disparaissant dans l'allée. J'ai attendu 10 minutes dans un silence absolu, le cœur battant à tout rompre, une rage bouillonnante montant dans ma poitrine. Moren n'était pas simplement morte, elle avait été assassinée par ces hommes, et Tucker l'avait couvert. Je me suis souvenu de la note de Cooper, chêne commémoratif, Jardin Nord. Je me suis glissé par l'arrière de la grange, et j'ai avancé dans le noir. Le Jardin Nord était à 200 mètres de là, près de la lisière de la forêt, là où Moren aimait se promener le soir. Le chêne commémoratif se dressait, massif, contre le ciel nocturne. 30 ans, planté le jour où nous avions enterré la mère de Moren. Nous avions choisi cet endroit ensemble, parce qu'il offrait une vue magnifique sur les montagnes. Je suis tombé à genoux au pied de l'arbre, et j'ai commencé à creuser avec mes mains. Le sol de novembre était à moitié gelé. Mes doigts s'écorchaient contre les racines et les pierres. Je creusais plus vite, plus profondément, la désignation et la rage me poussant en avant. Moren avait caché quelque chose ici. Des preuves. Tout ce pourquoi elle était morte en essayant de le protéger. Mes doigts ont heurté quelque chose de solide, le rebord d'un récipient étanche. J'ai griffé la terre tout autour, et je l'ai arraché violemment. Papa, arrête. Je me suis retourné. Bridget était là, une lampe de poche à la main, des larmes coulant sur son visage. Elle n'était pas seule. 2 hommes l'encadraient, de grands types, armés, le visage dur. Derrière eux, Preston a émergé de l'ombre. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, a dit mon gendre. Je me suis levé lentement, gardant la boîte derrière moi. Papa, s'il te plaît, la voix de Bridget s'est brisée. Donne la boîte à Preston. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends que ta mère est morte à cause de toi. Bridget a tressailli. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas ce que Preston faisait. Tais-toi, Bridget, la voix de Preston a tranché comme une lame. Comment as-tu pu, ai-je demandé à ma fille. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous étions noyés sous les dettes. L'entreprise, la maison, tout. Preston a dit que c'était juste pour du stockage. Juste pour quelques mois. Je ne savais pas que c'était de la drogue. Je ne savais pas que maman l'avait découvert. Je ne savais pas qu'il. Elle s'est effondrée à genoux, en sanglotant. Les hommes armés se sont rapprochés. Monsieur Garrett, cette boîte nous appartient. Donnez-la nous. Pour que vous puissiez détruire ce que ma femme est morte à protéger. Preston a fait un signe aux hommes.
Un moteur a rugi. Une berline banalisée a forcé la clôture. Cooper était au volant, la portière passager ouverte. Justine, monte. J'ai couru. Des coups de feu ont claqué. Des tirs de semonce, en l'air. Je me suis jeté dans la voiture, la boîte serrée contre ma poitrine. Cooper a écrasé l'accélérateur, traversant la clôture pour rejoindre la route secondaire. Derrière nous, les hommes de Preston se précipitaient vers leur véhicule. Ça va, les yeux de Cooper se sont posés sur moi un instant. Je vais bien. Elle conduisait comme quelqu'un qui avait été formé pour ça, conduite tactique, agressive. Nous les avons semés sur les chemins de traverse. 30 minutes plus tard, dans un petit motel à la sortie de Louisbourg, chambre 107, Cooper a verrouillé la porte. Voyons ce qu'elle est morte à protéger. J'ai posé la boîte sur le lit. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais. À l'intérieur, une clé USB étiquetée, preuve MG, le journal de Maureen, et une enveloppe scellée à mon attention. Cooper a branché la clé USB sur son ordinateur portable. J'ai ouvert l'enveloppe. L'écriture de Maureen était devenue floue sous mes yeux. Justine, mon amour. Je suis désolé pour ces secrets. Au moment où tu liras ceci, je serai parti. Les preuves sur cette clé les arrêteront. Donne-les à Sandra Cooper. Fais confiance au FBI. S'il te plaît, ne blâme pas Bridget, Preston l'a manipulée. Sois fort. Vis ta vie. Je t'aime pour toujours. Maureen. Ma gorge s'est nouée. Cooper était concentré sur l'écran. Justine, regarde. Des photos. Activités nocturnes aux grottes, véhicules, visages. Des fichiers audio. Preston en train de négocier, de discuter des cargaisons. Relevés financiers, pistes d'argent, comptes offshore, dépôts sur le compte de Tucker, carte des grottes marquées avec date et heure. C'est tout ce dont nous avons besoin, a soufflé Cooper. On a frappé à la porte. Cooper a vérifié le yeton. C'est. L'agent Steven est entré, grand, la cinquantaine, un bras en écharpe. Monsieur Garrett, je suis désolé pour votre femme. Elle a été incroyablement courageuse. Je lui ai serré la main. Et a pris une chaise. L'organisation est dirigée par Arturo Navarro, du cartel mexicain. Le shérif Tucker est sur leur liste de paix depuis 2 ans, à hauteur de $15 000 par mois. Les dettes de jeu de Preston s'élevaient à $180 000. Et concernant Maureen, la durite de ses freins a été sectionnée. Le véhicule a été saboté pour simuler un accident. Nous le soupçonnions, mais nous ne pouvions pas le prouver. Il a désigné l'ordinateur. Jusqu'à maintenant. Quand agissons-nous? Nous avons besoin de 2 jours. Des équipes du FBI venant de plusieurs bureaux de terrain. On va faire ça bien. Démanteler tout le réseau. Pouvez-vous les faire patienter? Faire en sorte qu'ils croient que vous n'avez pas les preuves. J'ai regardé à nouveau la lettre de Maureen, son écriture, son amour. 2 jours. J'ai regardé. 2 jours. Je peux faire ça. Pour Maureen, je ferai n'importe quoi. Ces 48 heures m'ont semblé durer 48 ans. 2 jours d'attente. 2 jours à faire semblant que tout était normal, alors que des équipes du FBI se positionnaient autour de ma propriété, comme des sentinelles invisibles. 2 jours à savoir que ma fille faisait partie de la conspiration qui avait tué ma femme. Enfin, à 19 heures par une soirée glaciale, j'étais dans ma cuisine et je regardais les véhicules arriver par la fenêtre. La berline argentée de Bridget s'est garée en premier, puis la BMW noire de Preston, la voiture du shérif Tucker, et enfin un SUV noir aux vitres teintées. Les hommes de Navarro. La voix de Cooper a grésillé doucement dans la minuscule oreillette cachée dans mon oreille, nous sommes en position. 12 agents sur le périmètre. Reste calme, Justine. On te protège. J'ai ouvert la porte avant même qu'ils ne frappent. Ils sont entrés un par un. Bridget avait l'air malade d'inquiétude, ses yeux étaient rouges et gonflés. Preston était froid et maître de lui, la mâchoire serrée. Tucker portait son faux sourire amical comme un masque. Et les 2 hommes du SUV ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, des tueurs à gages. Nous nous sommes réunis autour de ma table de cuisine, cette même table où Maureen et moi avions partagé 40 ans de repas, de café le matin, et de discussions tardives sur nos rêves. Maintenant,
elle était entourée par ceux qui l'avaient assassinée. Le silence s'est étiré, épais et étouffant. Tu voulais parler, Preston a fini par rompre le silence, s'adossant à sa chaise avec une fausse assurance. Alors, parle. J'ai pris une lente inspiration. Je sais tout pour les grottes, sur la propriété nord. La drogue stockée, l'argent qui circule. Et je sais ce que vous avez fait à Moraine. Tucker s'est levé brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. Fais attention, Justine. Ce sont des accusations graves. Vraiment, j'ai gardé une voix stable, contrôlée. Ou est-ce que je ne fais que répéter ce que je vous ai entendu dire, de mes propres oreilles, il y a 2 nuits dans ma grange? Elle n'a eu le temps de rien dire à personne. Nous nous en sommes assurés. C'étaient vos mots exacts, Tucker. Le visage de Preston a changé. Le masque est tombé. Il a réalisé que j'étais là, caché, à les écouter. Papa, s'il te plaît, la voix de Bridget était désespérée. Je n'ai jamais voulu que maman. Ferme ta gueule, Bridget. La main de Preston a jailli, lui serrant le bras assez fort pour laisser des bleus. Pas un mot de plus. Je l'ai vu clairement à ce moment-là, le contrôle qu'il exerçait sur elle. La façon dont elle tressaillait à son contact. La peur dans ses yeux. Moraine a passé 18 mois à monter un dossier contre vous tous, ai-je dit, en les regardant tour à tour. Chaque cargaison documentée, chaque transaction enregistrée, chaque conversation surprise, tout est là. Chaque preuve. La main de Tucker s'est déplacée lentement vers son arme, à sa hanche. Où est-ce que c'est? La voix de Preston était d'un calme mortel. Où sont les preuves? Déjà entre les mains du FBI, le mensonge est sorti tout seul, avec assurance. Tout. Les agents les ont depuis 2 jours. Ils sont en train de finaliser le dossier. Tu bluffes, a hurlé Preston, en frappant la table du poing. L'un des hommes de Navarro s'est levé, son arme apparaissant dans sa main comme par magie. Le patron ne va pas aimer ça. Il faut nettoyer ça tout de suite. Non, a soudain crié Bridget, sa voix déchirée par l'angoisse. Papa, je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne savais pas pour maman. Je te jure que je ne savais pas. Preston disait que c'était juste du blanchiment d'argent, juste du stockage temporaire. Je ne savais pas que c'était de la drogue. Je ne savais pas que des gens allaient mourir. Elle s'est tournée vers Preston, des années de manipulation et de contrôle volant en éclats. Tu l'as tué. Tu as tué ma mère. Tu avais dit que ce serait simple, que personne ne serait blessé, mais tu l'as tué. Le revers de la main de Preston l'a frappé au visage, avec un claquement qui a résonné dans la cuisine. Je t'ai dit de la fermer. Je me suis jeté en avant pour protéger ma fille. Tucker m'a bloqué. Des mains se sont agrippées, des voix se sont élevées. La pièce a éclaté en un chaos total. Puis, soudainement, les lumières se sont éteintes. Le signal du FBI. L'obscurité, des cris, le fracas des portes enfoncées. FBI. Les mains en l'air. Agents fédéraux. Des faisceaux de lampes torches ont coupé le noir comme des projecteurs. Encore des cris, des coups de feu, des tirs de semonce au plafond. Quelqu'un m'a plaqué au sol, et j'ai réalisé que c'était un agent qui me protégeait des tirs croisés. Le générateur de secours s'est mis en marche. Les lumières ont vacillé, puis se sont stabilisées. La scène qui a émergé du chaos, les hommes de Navarro, face contre terre, les mains menottées dans le dos. Tucker, plaqué contre le mur, son arme retirée. Cooper, lui lisant ses droits d'une voix froide comme la glace. Preston, essayant de s'enfuir par la porte arrière, mais, malgré son bras blessé, l'a mis à terre avec un mouvement qui témoignait d'années d'entraînement tactique. Bridget, effondrée sur sa chaise, les mains en l'air, ne résistant pas, ses larmes et son mascara coulant sur son visage en rivière noire. D'autres agents du FBI ont envahi les lieux. La cuisine qui avait été mon sanctuaire est devenue un centre de commandement fédéral. Ça va, Cooper est apparu à mes côtés, sa main posée fermement sur mon épaule. J'ai hoché la tête, incapable de parler, regardant les agents s'occuper de Preston. Ils se battaient contre les menottes, jurant, menaçant, le masque avait totalement disparu pour révéler le monstre qui se cachait dessous. On a aidé Bridget à se relever. Elle a coopéré totalement, tendant ses poignets pour les menottes sans résistance. Elle m'a regardé une dernière fois.
Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. Je me suis détourné. Ils l'ont emmené vers le véhicule du FBI. À travers la fenêtre, je l'ai vu se retourner une dernière fois, son visage étant le portrait même de la dévastation et du regret. Je n'ai pas fait de geste, je ne l'ai pas reconnu. Les véhicules sont partis un par un, les gyrophares rouges et bleus s'effaçant dans la nuit de Virginie occidentale. Emportant ma fille, mon gendre, le shérif corrompu, et les hommes du cartel. Emportant la conspiration qui avait assassiné ma femme. La ferme est retombée dans le silence, vide. Juste moi, et les fantômes de tout ce que j'avais perdu. 3 mois plus tard, le monde semblait différent. Ou peut-être est-ce moi qui le voyais différemment. Le printemps était arrivé. Je me tenais sur le porche de la ferme, le soleil du matin chauffant mon visage. Les procès étaient terminés. Preston Thornton, 25 ans de prison fédérale, sans conditionnel. Bridget, accord de plaidé coupable, 8 ans. Sheriff Tucker, 15 ans. Arturo Navarro extradé au Mexique. 2 douzaines d'autres arrestations. L'opération du cartel démantelée. La justice. Une bien maigre consolation, mais c'était la justice. Une semaine après les procès, j'ai pris l'avion pour New York. Le bureau de Bernard Klein était tout en vert, surplombant Manhattan. Son sourire était chaleureux. Votre femme était remarquable, monsieur Garrett. Incroyablement courageuse. Il a sorti un dossier. Moren a mis en place un fonds fiduciaire avant de mourir. Les retraits d'argent liquide. Elle le finançait secrètement. 315 000 $. Ma gorge s'est serrée. Elle voulait que vous soyez protégé. Que la ferme soit en sécurité. Klein a fait glisser une enveloppe sur le bureau. Elle a laissé ceci pour vous. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mon très cher Justine, si tu lis ceci, c'est que ma mission est accomplie. Le fonds fiduciaire gardera la ferme en sécurité. Ne me pleure pas éternellement. Vis, Justine. Vis vraiment. Plante des jardins. Aide les vétérans à retrouver la joie. C'est ce que je veux pour toi. Tout mon amour, pour toujours, Moren. De retour à la ferme, désormais, la vie a trouvé son rythme. Le système de grotte a été scellé. La partie nord est clôturée. Blake et Madison Cole m'aident à gérer la propriété, légumes biologiques, un peu d'élevage. La ferme est à nouveau rentable. Je fais du bénévolat au centre de crise pour les vétérans, à Louisbourg, 3 jours par semaine. Norman me rend visite tous les week-ends. Nous sommes plus proches que jamais. J'ai vu Bridget une fois, au parloir, un moment émouvant. Elle est différente, sobre, elle prend ses responsabilités en thérapie. Le chemin vers le pardon sera long. Peut-être possible un jour, mais pas aujourd'hui. Ce matin, j'ai marché jusqu'au jardin nord. Le chêne commémoratif était en pleine floraison printanière. L'endroit où j'avais déterré les preuves est maintenant couvert de fleurs sauvages. C'est Cooper qui les a plantées. Pour Moren, avait-elle dit. Je suis resté là, le soleil me chauffant le visage. Je l'ai fait, Moren. J'ai obtenu justice pour toi. La ferme est en sécurité. Je suis en sécurité. Des larmes sont venues, mais elles n'étaient pas amères. Tu avais raison. La vie continue, et je vais la vivre pour nous deux. Le vent dans les feuilles ressemblait à un murmure. La paix, enfin. Pas encore le bonheur, mais la paix. Et c'était suffisant. Je me suis retourné vers la maison, au loin, Blake et Madison me faisaient signe. À 66 ans, j'ai appris que la force, ce n'est pas de ne jamais s'effondrer. C'est ce que l'on fait après avoir été brisé. Moren le savait, et en me tenant ici, sur cette terre qu'elle est morte à protéger, j'ai enfin compris. En repensant à tout cela, je réalise à quel point j'étais aveugle. J'ai fait confiance trop facilement, j'ai aimé trop profondément sans voir les signaux d'alarme. C'est cela, ma véritable histoire. Une de ces histoires de grand-père sur la perte, la trahison, et le prix de l'ignorance. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris, pour que vous ne finissiez pas comme moi. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Quand quelque chose ne semble pas normal, c'est que ça ne l'est probablement pas. J'ai ignoré les changements subtils chez Bridget, la façon dont Preston regardait nos terres avec des yeux calculateurs. Ne faites pas la même erreur.
Deuxièmement, protégez ce qui compte. Maureen est morte en essayant de sauver notre héritage. Elle a vu le danger que je refusais de voir. Gardez votre famille, votre foyer, vos valeurs, avant qu'il ne soit trop tard. Troisièmement, appuyez-vous sur Dieu. Dans mes heures les plus sombres, quand il ne me restait plus rien, la foi m'apportait. Le Seigneur travaille de manière mystérieuse. Il m'a apporté le téléphone de Maureen quand j'avais besoin de réponse. Il a envoyé l'agent Cooper quand j'avais besoin de protection. Il m'a donné la force quand je pensais que j'allais me briser. C'est une histoire vraie. Ma véritable histoire, pas comme les autres contes de grand-père que l'on entend au coin du feu. C'est réel, brut, le genre d'histoire qui laisse des cicatrices mais enseigne la vérité. Mais voici la leçon finale, la grâce de Dieu est suffisante. Même dans nos brisures, il nous rend à nouveau entiers. Alors, je vous le demande, qu'auriez-vous fait différemment? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre soutien compte énormément. Que Dieu vous bénisse.